Compagnons de l'Ordre, épisode 5. Bébert Bébert Oh, ça va, on vient. J'espère que t'es en forme, parce qu'on attaque l'épisode 5. Mais qu'est-ce que tu racontes, narrateur? T'es accusé de la tisane ou quoi? On en est à l'épisode 7, je te signale. Non, mais j'ai supprimé les 2 premiers épisodes parce qu'ils étaient franchement tartes. Ah, c'est pour ça que tu nous as fait enregistrer un prologue. T'as tout compris, mon Bébert. Bon, alors, on en était où? Ah, tu te souviens plus? C'est ça d'avoir une cervelle à trous. Oh, l'autre. Le trio avait abouti tant bien que mal à Timéodan. Et pendant qu'Étine étudiait ses documents, Teuteux et Régiès en avaient profité pour faire renforcer, mais surtout rembourrer, leur fond de pantalon. Notre pauvre invocateur s'était donc retrouvé avec 2 andouilles à la démarche particulièrement grotesque. Ah ouais, je me souviens. Il les avait d'ailleurs recollés en selle avec l'intention de leur faire payer cette nouvelle farce. Ça va mon fantoche? Ça irait mieux s'il pleuvait pas. C'est comme comment un verger d'habitude. D'habitude j'en sais rien, mais là ça fait plus d'1 heure qu'on marche, et on est toujours dans le même. C'est un terminal qui te s'est rangé d'arbres. Ça y est, ça m'étonne pas d'élan ça. C'est bien mieux de faire des machins aussi longs et aussi rectilignes. Ah, on parle pas. Et toute cette boue, cette flotte qui ruisselle de partout, c'est déprimant. Oh, ces 2 crétins ont l'air complètement débiles avec leurs pantalons comme des piquets, mais au moins ils avancent. Pour une fois, sans chouiner en plus. Ça tient du miracle. Faut croire qu'ils ont grandi. Dis donc, narrateur, c'est louche. Non, tu crois? Regarde Régiès. Bah quoi, Régiès? Dans son manteau. Oh, ça bouge. Bah oui, ça bouge. Parce que notre jovial préféré n'a pas résisté à la petite bouille et au nez rose des gogniocs. Il s'en est donc acheté un en douce et il l'a planqué pendant qu'Étine était occupée de l'autre côté de la ville. De leur prime jeunesse, ces bestioles sont capables d'avaler à peu près n'importe quoi. Et la petite boule de poil s'accommode très bien du régime à base de pommes et de poires auquel l'habituent ces 2 nounous. Si la première chevauchée a été relativement courte, la deuxième, bien que ponctuée de nombreuses pauses, s'est prolongée pendant 10 heures, et ce n'est qu'à la nuit tombée que l'intraitable maître a enfin ordonné la halte. Après une mauvaise nuit sous une pluie battante, coupée par les inévitables tours de garde, Étine a réveillé les 2 jeunes sans ménagement, avant de poser devant eux le paquet enroulé dans un tissu épais que le maire de Timéodan lui avait donné. Bon, allez, fini de bouffer maintenant. Arrêtez de roupiller. Régiès, pose-moi ces gamelles. Bon, voilà vos nouvelles armes. Va falloir vous familiariser avec elles. Elles ont été préparées spécialement par les artisans de Timéodan. Hop. Celle-là, c'est pour toi, Régiès. Tiens, rattrape. Oh, super, une petite lance. Ouais, si je te l'ai fait faire d'1 mètre de long, c'est pas un hasard. Bon, alors comme tu peux le constater, elles sont équipées d'une lame à chaque extrémité. Waouh, et trop la classe. On dirait des tuyaux taillés dans le sens de la longueur avec des bouts arrondis. Un peu comme des machins à asperges. Ouais, bah fais attention, c'est très tranchant. Bon, maintenant regarde le manche. Bah... il est léger, il tient bien en main et... il a l'air solide. C'est le cas, mais c'est pas tout. Regarde, il est composé de 2 parties qui peuvent coulisser autour de la partie centrale, exactement comme une pompe, tu vois. Trop la classe, c'est pour quoi faire. En fait, les 2 lames sont des alésoirs de charron. En gros, ça fait comme des ciseaux à bois creux, tu vois. On les utilise habituellement pour fabriquer les charrettes. Les roues des charrettes, même. Ils ont choisi ça pour toi parce que tu pourras les brandir face à ton adversaire qui devrait être intrigué par le côté plutôt inédit de l'arme. En fait, l'astuce, c'est que tu pourras tasser dans le creux du manche les poutres que tu utilises pour te battre. Après, il te suffira de pomper un coup sec avec la partie du milieu pour leur envoyer tout ça en pleine figure. Tu peux tester avec ce que tu veux. Ah ouais, ça couisse. Ah, c'est délire. Là, elle a 2 côtés. Comme ça, t'auras 2 charges à ta disposition. Mais avant, ça t'apprendra à te battre avec l'arme proprement dite. Bon, Teuteux, à toi. Allez, tiens. Quoi? C'est quoi ce truc? On dirait une grande binette. Et voilà. Et moi j'ai une binette. Il a toujours la chance, hein. Je suis dégoûté, c'est vraiment pas juste. Mais non, ah. Regarde, il y a un bouton sur le manche.
Appuie dessus. Un bouton. Ah ouais, super, une binette qui fait clic. Je vais pouvoir filer une frousse terrible au touffe de fusion. Arrête de râler. Maintenant que la lame est dressée dans le prolongement du manche. Mais non, regarde, tu la tiens à deux mains comme ça. Et quand tu bouges à peine le poignet droit, le bout de la lance se met à s'agiter dans tous les sens. La lame qui est au bout est parfaitement tranchante. Et en fait, c'est le mouvement aussi imprévisible que rapide qui la rend particulièrement redoutable. Essaye, voir. Voilà, plus vite. Voilà, tu la bouges comme ça devant toi. Comme la lame va dans tous les sens, c'est imparable. Ce truc fait 2 mètres, imagine un peu la difficulté pour parer un engin pareil. Et puis regarde, les mecs, ils t'ont fabriqué ça. T'as une ceinture avec 6 lames. En fait, c'est les mêmes que celles qui est au bout de ta lance. À la base, ça s'appelle des couteaux de lame. Regarde. Tu vois, ils ont mis une poignée de bois adaptée à ta main, avec au bout une lame plate en demi-cercle. Les bourreliers s'en servent pour couper le cuir, autant dire que c'est plus tranchant qu'un rasoir. Alors tu vas apprendre à les lancer. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu t'entraînes à chaque fois que tu descends de ton cheval. C'est génial. Et moi je t'apprendrai à les affûter, mon potos. Je suis hyper fort pour ça. Allez, fais pas cette tête. Arieux, mais t'es fou! Elle est tombée sur mon pied! Un peu plus, j'avais plus de doigts! Ah la vache, ça a carrément tranché. Oh, mais je rêve. 2e paire de bottes en une semaine. À moi ça, t'as l'air malin avec les doigts qui dépassent. Bah heureusement qu'ils étaient pliés à ce moment-là! Ouais, si ça se trouve, c'est une binette porte-bonheur. C'est malin! Toi. Bah si, peut-être, hein. Regarde, depuis que tu l'as, tu t'es pas fait mal encore. Allez, arrêtez de faire les andouilles, remuez-vous. On peut pas laisser les chevaux attachés plus longtemps. On déjeunera en route. Débrouillez-vous pour les tenir. Il faut absolument les empêcher de se goinfrer avec les fruits. Sinon, ils vont en bouffer à se faire crever. Bon. En tout cas, il nous reste à peu près 60 km jusqu'à Artemerius. Et je vous annonce tout net qu'on va les faire d'une seule traite. Allez hop, en selle. Je vais arriver là-bas avant la nuit. Oh, d'une seule traite, c'est réputant encore! Ouais, allez mon poteau, ça. C'est pas grave. Mais on est trempé et on tient à peine debout! J'arrive plus à marcher! Et puis maintenant, j'ai froid aux pieds en plus! C'est vrai, Jetine. Je crois que j'arriverai jamais à remonter à cheval. En plus, tout est trempé, ça colle et ça poisse maintenant. J'ai tellement mal aux jambes que je crois que j'arriverai jamais à remettre un pied dans l'étrier. C'est les courbatures, ça vous apprendra à m'écouter. Je vous ai déjà dit 50 fois de pas serrer les jambes comme des gros débutants. Appuyez-vous sur vos étriers, bon sang. C'est le seul moyen de choper l'assiette. Ah bon, une assiette? Mais non, pas une assiette pour manger et ahurir. La position sur ta selle. Vos jambes doivent vous servir à guider votre monture. Il faut concentrer le regard dans la direction où vous voulez aller. C'est que comme ça qu'il saura que vous savez ce que vous voulez. Ça va le rassurer. Et puis, mettez des gants, bande d'andouilles. Même mouillés, ils vous serviront à tenir vos rênes. On n'en peut plus, monsieur, et ça fait trop C'est mal! pas pour rien qu'on voyage avec un mage. Allez, hop, c'est parti. Régis, utilise tes soins des blessures légères. Allez, tu feras en route. Lunaire, au trot, et vous laissez pas distancer. T'as vu mon bébert, ça y va. Durant cette journée de calvaire, Étienne, ignorant ses propres souffrances, a poussé ses novices à marche forcée, en ne leur accordant que 2 heures de repos, durant lesquelles il les a forcés à s'entraîner. Je peux te dire que cette première séance de combat leur a amèrement fait regretter d'avoir fait raidir leur fond de pantalon. J'ai vu ça! La lenteur de leur mouvement couplée à la difficulté de se mouvoir dans cette nuit lourde et rigide ne leur a laissé aucune chance. L'invocateur, armé d'une simple perche de bois, les a roués de coups, et ça a claqué sur leurs membres engourdis. T'abuses, narrateur, ils sont couverts de plaies et de bosses. Regarde-moi ça comme ils grimacent pour remonter sur leur canasson, en plus ils sont trempés. Ah, c'est sûr qu'Étienne est plutôt du genre intraitable. Mais c'est la bonne école. L'avantage, c'est que paradoxalement, la fatigue qui les accable les rend beaucoup moins crispés, et du coup, ils tiennent beaucoup mieux en selle, t'as remarqué? On m'endort sur place. Ah, j'aurais jamais imaginé que partir à l'aventure puisse être aussi dur.
En fait, c'est tout pourri la vie d'aventurier. J'ose même pas imaginer l'état de mon arrière-train. Avec ces saletés de renfort rembourrés qui sèchent jamais, on me baigne dans le jus depuis des heures. Je vais essayer de penser à autre chose. Je me demande comment est cette femme dont nous a parlé M. Etienne tout à l'heure. C'est flippant cette histoire de prophétie. Ça va attirer l'attention sur nous et du coup je vais encore en prendre plein la tête. Mais bon, j'ai ma super binette. Pourquoi le sort s'acharne toujours sur moi? C'est quand même un grand malheur, tous ces fruits, et même pas un bout de boudin pour aller avec. Ah là là, j'aurais fait revenir les pommes dans le beurre, tout doucement. Après, avec un petit jus de citron dessus, pour les faire à peine caraméliser, avant de terminer la cuisson dans un boudin noir. Ah là là, à en tomber mort de contentement. J'ai trop envie de boudin! Ça va pas la tête? Arrête tout de suite de roupiller sur ton cheval. On dirait un gros sac à patates. On va faire une pause. Il y a une réserve pas loin. Normalement, on devrait y trouver de quoi nourrir nos bêtes. Allez, courage, te t'ouvre les yeux, bon sang. Je veux que tu te concentres et que tu nous dises si tu vois du danger. Bah, il y a une espèce de cabane en pierre plate à une centaine de mètres, sur notre droite. Ça doit servir de grange, ça sent le foin. Il y a cendre froide, le moisi. Après, du danger, il y en a toujours plus ou moins. Si le plafond ne tombe pas dessus, on sera peut-être seulement mort par un serpent planqué dans les joints, ou déchiqueté par une créature de l'ombre. C'est malin. Bah tiens, passe devant pour la peine, ça t'apprendra. Et sors ton arme, Ahuri. Mais non, pas d'annonce. Dégaine une arme de jet ou ton arc. J'en reviens pas qu'il faille encore tout nous apprendre à ce point-là. Bon, dès que tu vois la cabane, tu fais le tour à cheval avec une flèche encochée prête à tirer. D'accord? Après, tu te positionnes à une quinzaine de mètres de la porte et tu nous fais signe pour qu'on vienne ouvrir. Mais comment je dirige mon cheval? J'ai que 2 mains, moi. Avec tes jambes, bourre d'âne. Guide-le en poussant sur tes cuisses. Tu dois lui faire sentir où tu veux aller. Mais allez, on va pas y passer la nuit. Dépêche-toi. Et oublie pas, hein, surtout pas un bruit. Ce qui compte avant tout dans son opération, c'est l'effet de surprise. Oh, j'aime pas ça. Je vais me placer de façon à l'avoir toujours à portée de vue. En plus, j'ai plus de mana, j'ai tout utilisé pour soigner mon gobioc qui avait la cour. Je suis prêt à foncer s'il arrive quelque chose à mon potos. Bon, en voilà au moins qu'à piger le système. Il s'est placé pour surveiller son pote. Voyons voir si l'autre ne va pas encore nous déclencher un enchaînement de fin du monde. Bon, voilà qui réapparaît de l'autre côté de la cabane, et toujours à cheval, qui l'eût cru. Ouais, pas mal, continue à viser la porte. Bien, bien. Maintenant, on se positionne légèrement en retrait. Très bien, il s'est bien placé. Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il descend? C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai marché sur un hérisson. Ça fait hyper mal. Oh la vache, avec le bout de pied qui avait plus de bottes en plus. Bouge pas, les aiguillons ont carrément traversé tes doigts de pied. Aïe! J'ai mal pour toi. Je vais t'enlever ça. Cette créature, dont 3 bipèdes qui tournent, trépignent et s'époumonnent. Quel donc est ce spectacle qui m'émerveille et qui m'étonne? Le destin qui vous guida en ma demeure désirait-il changer des guerriers en danseurs? Wow! C'est quoi, monsieur Etienne? On dirait un barbu frisé et poilu avec des jambes de cheval et des cornes de bouc. C'est flippant de vous sourire. Quoi? Du calme. Rengaine ta lance. On peut pas l'attaquer comme ça. Occupe-toi de Teuteux. Remontez à cheval et tenez-vous pas à foncer. Quoi, un démon? Non, mais c'est pas beaucoup mieux. C'est un faune. Une espèce de demi-dieu. Et cette fois, mon amulette magique ne nous sera d'aucun secours. Il faut surtout Encore des mercenaires à la solde des nains. Quelle déception! Voilà, nous ne sommes pas des mercenaires, et encore moins la solde des nains. Juste des voyageurs cherchant un endroit où reposer nos montures fourbues. Voyez nos équipements sommaires, nos bagages, et puis jamais des guerriers voyageraient avec une vache. Des voyageurs en armes. Prenant d'assaut une simple cabane de pierre sèche, sophisme éhonté, je devrais vous châtier. Cependant, la vue de votre compagnon accablé de 1000 tourments m'incite une fois encore à faire preuve de ma longanimité légendaire. Nous allons donc jouer. Monsieur Etienne, on comprend rien quand il parle.
C'est quoi une longue amanité? Ça a à voir avec les champignons? Mais ferme-la, bon sang! Ça veut dire qu'on a une chance de s'en tirer. Remontez à cheval, j'ai dit. Connaissez-vous le pieu d'Andréo Marcus? Eh, mais c'est quoi ce truc? Vous avez vu, ça s'est refermé sur ma cheville. Ah, sur la mienne aussi. Ah, mais c'est pas vrai, nous voilà enchaînés maintenant. C'est pas humain une poisse pareille. Attendez, vous ne pouvez pas nous retenir ici indéfiniment. Vous êtes un demi-dieu et nous sommes des outils de prophétie. Eh bien justement, l'avantage que me confère ma position est de pouvoir profiter indéfiniment de la vie, en faisant preuve d'un sybaritisme sans limite. Décidément, je comprends pas un traître mot de ce qu'il raconte. Du coup, ça me donne faim. Toi, bon sang! À présent, nous allons jouer. Connaissez-vous ceci? Oh, si c'est une devinette, j'ai trouvé ce que c'est. Eh, c'est un bâton de sourcier. Un jour, mon père... Oh non, voilà que ça lui reprend. Mon père, donc, s'était mis en tête de trouver une source dans notre cour à Paxivius. Pendant que ma mère était partie acheter des cervelles d'agneau, il avait fait venir un bonhomme avec un genre de bâton en V comme le vôtre. Sauf que le sien était plus biscornu. Après s'être goinfré une demi-terrine de foie gras, avec une certaine quantité de vin blanc, ils sont ressortis de la cuisine en chantant à tue-tête. Le vieux machin ricanait bêtement en tremblant sur ses genoux dans son pantalon trop large. J'avais bien senti que ça allait encore tourner à la catastrophe, alors je me suis embusqué dans le grenier pour les observer. On n'a pas le temps pour les histoires en deux reins. On va répondre à la devinette du faune et tailler la route, compris? Vous n'escomptez tout de même pas me priver de cette distraction. J'aime qu'on me raconte des histoires joyeuses. Vous êtes désagréable, vous. Allez au coin. Waouh, trop fort, t'as vu mon poteau? Il l'a translocalisé face au vieux pommier. Je crois qu'il peut plus bouger. Alors, jeune homme, qu'en est-il advenu de votre père et du vieil homme? Le pépé avait plus les yeux en face des trous. Et tous les 3 pas, il avalait une gorgée avant de planter son talon dans la terre. C'est là, qu'il disait, en faisant trembloter sa baguette. Là, je sens que ça glougloute sous nos pieds. Mon père crachait dans ses mains, il soulevait sa pioche et il commençait à creuser à l'endroit indiqué. Il dévastait tout sans hésiter. Les massifs de fleurs, les allées de gravillon ratissées avec soin. Je me souviens que j'étais allé barboter en douce le reste de la terrine et que je me faisais des tartines pour mieux profiter du spectacle. Mais surtout, je me doutais bien qu'au retour de maman, un genre de tornade allait s'abattre sur nous et qu'il fallait mieux faire des réserves. Pendant que mon père transformait la cour en champ de bataille, le vieux continuait à tituber et à marquer des endroits en prétendant que c'était sûrement mieux ici. Alors, après une bonne demi-douzaine de trous, mon père, qui avait transformé la moitié d'un massif d'hortensia en cratère boueux, a vu jaillir devant lui une colonne d'eau, qui est bien montée à 2 mètres de haut. Ça, c'est point normal, a dit le vieux, en se grattant l'arrière du crâne. D'habitude, ça jaillit point de la sorte. Bon, bah moi je m'en vais retrouver ma solitude. Allez, salut la compagnie. Du coup, le pépé a mis des bouts en vitesse pendant que mon père essayait d'arrêter l'eau avec tout ce qui lui tombait sous la main. En le voyant se débattre comme ça, j'ai eu pitié et je suis descendu de l'aider. En fin de compte, la pioche avait éclaté un gros bout de canalisation. Et il fallait absolument colmater. Mais la terre, elle tenait pas. Pas plus que les pierres d'ailleurs. La cour était en train de se transformer en marécage boueux. Et nous, on sentait que ça allait encore être notre fête. Moi, je maintenais les 2 mains sur le trou, mais je ne pouvais pas m'empêcher de rigoler, parce que c'était encore la cata. On avait déjà le glou jusqu'au mollet quand papa a eu l'idée de choper tout le linge que maman nous avait demandé d'étendre, et qui flottait dans le grand panier en osier. Tout le taille est passé, mais faut dire qu'une bonne partie avait disparu dans le gros tuyau. Après, on s'est drôlement dépêché de reboucher par-dessus avec la terre et des grosses pierres. Au moment où on entendait maman demander si on avait bien étendu le linge, on finissait tout juste de remettre tant bien que mal les pieds d'Hortensia dans la bouillasse. Ah là là, on était sales comme des cochons. Du coup, on a filé se changer, et quand on l'a entendu crier, on s'est pointé comme si de rien n'était, et on a essayé de faire croire qu'on n'avait pas participé au désastre. Malheureusement, entre-temps, l'eau s'était évacuée, et la pelle, la pioche et le tonnelet émergeaient de la boue. C'est ça qui nous a trahis. Ah, ça a dû encore barder. On n'en parle pas, tu dessines le faune? Ouais. Il s'est passé quoi après? On s'est encore retrouvé au régime sec. Et bien qu'on n'ait jamais avoué ce qui était arrivé au linge, et ben on a été condamné à remettre la cour en ordre séance tenante. Et le pire, c'est que ma mère, pour nous apprendre, elle a fait venir toutes ses copines. Elles sont installées sur la terrasse, et ont passé le reste de la journée à nous regarder travailler en ricanant, et en dégustant des petits fours et des gâteaux à la crème.
Ça, c'est une histoire. Voilà qui est fort distrayant. Je vais donc faire disparaître ta chaîne. Et bien que vous ayez eu l'outrecuidance de comparer un instrument divin à un vulgaire bâton, j'ai décidé d'épargner vos petites vies de béotiens. Bah attendez, c'est pas fini. On habitait juste à côté de la place des Inventeurs, où se trouve l'une des 30 fontaines de Paxivius. Le jour même de notre mésaventure, le débit s'y est mystérieusement mis à baisser d'un coup, et le fontainier Siffrelin a été appelé pour régler le problème. Ce gars, il était allé à l'école avec le paternel. Il prenait de haut, et il manquait jamais une occasion de se chamailler. Une fois sur place, il a écarté les badauds et a commencé à faire son intéressant en sondant la gargouille avec son petit marteau de bronze de frimeur. Il a une voix serrée et robinet, rien n'y faisait. Il faisait chut. Il collait son oreille au conduit. Ensuite, il a enfilé dedans une tige souple pour crocheter. Et quand il l'a ressorti, il avait une de mes chaussettes. Il a passé 2 jours à s'acharner sur les 4 gargouilles pour extirper tout notre linge. Il se grattait la tête et répétait 20 fois par jour qu'il y comprenait rien. Le plus rigolo dans l'histoire, c'est que pour pas se faire tremper, pendant qu'il travaillait, Siffrelin avait fait couper l'eau en amont. Et pendant ce temps-là, papa a fait installer en douce un gros robinet dans notre massif de fleurs. Et maintenant, du coup, le paternel, à chaque coup qu'il est dans sa boutique et qu'il voit le Siffrelin inspecter sa fontaine, crac, il coupe l'eau et il joue avec le débit. L'autre qui se fait tremper la tête au moins une fois par semaine prétend à qui veut l'entendre qu'un esprit frappeur habite le monument. C'est nul. En plus, le machin là, c'est pas du tout un bâton de sorcier, c'est un monstre. Et c'est tout, ça finit comme ça. Tu me laisses le pauvre Étienne coincé face à son arbre. Et de toute façon, il fait pas le poids face à un faune, alors faudrait mieux qu'il se tienne tranquille. N'empêche, c'est raté pour la discrétion. Et les voilà encore en train de perdre du temps. C'était bien la peine de leur faire couper par les vergers pour éviter les rencontres. Qui est l'autre là qui arrive en fourbe, c'est qui ceux-là? Mais chut, toi, c'est dans l'épisode suivant, ça. Ah, bon, et ben je retourne à mes occupations. Ouais, moi aussi. Et qui met pas 4 jours à nous enregistrer la suite. Ouais, ça va,